Connaissance, recherche, sciences, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci d'être venus nombreux dans cette salle qu'on ne pouvait mieux choisir pour un cours de démographie, la salle Maurice Halbwachs, qui a beaucoup écrit dans le domaine de la population. D'ailleurs, pendant la période qu'on va parcourir dans un moment, avec notamment Adolphe Landry, il avait publié La morphologie sociale à la fin des années 30, qui est vraiment en fait un cours sur la population, enfin un ouvrage sur la population. Donc c'est particulièrement heureux que ce soit dans cet amphithéâtre que se déroule ce cours. En préalable, je voulais peut-être rapidement répondre à une question. Alors en fait, une question que vous ne vous êtes pas posée puisque vous êtes là, mais qu'on m'a posée parfois ces derniers jours. Développement durable, pourquoi la démographie pour commencer un enseignement sur le développement durable? Et je crois que l'expérience que tout le monde peut faire, c'est que quand on prend les diverses composantes du développement durable, par exemple les problèmes alimentaires, la première chose qu'on entend, c'est il y aura 9 milliards d'habitants en 2050, comment ferons-nous pour les nourrir? Idem pour l'eau, il y aura des problèmes d'eau, il y aura 9 milliards d'habitants, quelles en sont les conséquences? Et on peut décliner un petit peu comme ça, en tout cas la majorité, disons, des aspects du développement durable. Et on s'aperçoit que donc on prend d'abord la variable population comme une donnée incontournable, exogène. Et dans le fond, je pense qu'il était à la fois légitime de regarder un petit peu, en effet, quelles sont les évolutions possibles de la population mondiale et de comprendre pourquoi les démographes se permettent de faire des projections à 50 ans, ce qui est quand même extrêmement inhabituel. Il n'y a pas beaucoup de disciplines pour lesquelles on se risque à des projections à si long terme, alors sauf peut-être ce qui est fait actuellement sur le climat, parce que là, on sait que ce sont des systèmes qui évoluent de façon tellement lente qu'il faut vraiment projeter à très longue durée. Mais même dans les modèles du climat, on commence par rentrer aussi la variable démographique comme une donnée exogène. Donc voilà, on va essayer d'examiner un petit peu ces aspects-là. Le programme du cours, donc il y a un certain nombre d'enseignements qui se déroulent ce jour, le mercredi matin. Pour la moitié à peu près, il y aura un séminaire qui suivra immédiatement. J'ai invité un certain nombre de personnes et on aura la chance d'accueillir, je crois, des personnes de très grande qualité avec 2 démographes européens tout à fait importants, Ron Lestag et Wolfgang Lutz, un économiste de la population très connu en France, Didier Blanchet, et puis un spécialiste de l'épidémiologie, de la reproduction et de l'environnement pour les aspects que je traiterai dans un des derniers cours. Et puis à la fin, alors je essaierai quand même de rebalayer un petit peu les diverses façons dont la variable démographique est prise en compte dans les questions de développement, et ça sera encore plus traité dans le colloque qui clôturera début juin cet enseignement. Je crois qu'on est en train de construire le programme, ça n'est pas encore totalement finalisé, mais enfin, on espère notamment avoir Amartya Sen dans ce colloque et un certain nombre d'autres personnalités. Et là, on ouvrira le débat de façon nettement plus large. Donc voilà à peu près le programme. Donc aujourd'hui, je commence par le mot-clé du titre du cours, qui est celui de transition, pour essayer de voir un petit peu ce que recouvre ce terme qui est utilisé de façon extrêmement courante par les démographes, mais par beaucoup d'autres spécialistes. Et à la fois essayer de voir quel est le processus qui est décrit par ce terme-là, et puis essayer surtout de voir un peu quel est le substrat théorique, parce qu'on verra que les projections qui sont faites utilisent de la technique, bien sûr, technique démographique, mais elles s'appuient aussi sur des idées sur les évolutions possibles de la fécondité, de la mortalité, des migrations. Donc c'est ça que nous allons essayer de parcourir. On dit habituellement donc, que les pays industrialisés en particulier ont achevé leur transition démographique,
que d'autres pays, au contraire, en développement, sont en train de la développer. Qu'est-ce que ça recouvre exactement ? L'origine du concept, dans le fond, se situe dans un contexte assez paradoxal, parce que c'est dans les années 10, 20, 30, 1920, 1930, que le concept se développe, et dans un contexte où, dans les pays industrialisés, en Europe, aux États-Unis, la question qui se posait était surtout celle d'une baisse très forte de la natalité, qui accompagnait une baisse déjà plus ancienne de la mortalité, et qui faisait que les taux de croissance des populations étaient extrêmement faibles. Et donc, on s'inquiétait très fortement d'un déclin des populations de ces pays. Donc, je dis que c'est paradoxal parce qu'en réalité, nous savons aujourd'hui que c'est à ce moment-là que l'explosion démographique, c'est-à-dire la très forte croissance qu'on va expliquer par le schéma de la transition, était en train de s'amorcer dans les pays en développement. Et ça, les observateurs n'étaient pas encore tous conscients de ce fait-là, où il était à un degré variable. Donc la question, c'était est-ce qu'on va vers un déclin démographique, et ça va marquer assez fortement les travaux d'un certain nombre de personnes. Alors il y a eu un précurseur français, alors, qui est connu bien sûr des Français et des francophones, qui est Adolphe Landry, qui a commencé à poser ces questions à partir de 1909, d'un premier article en 1909 qui s'appelait 1909, c'était les trois théories principales de la population, puis dans deux autres articles en 1924 et 1933 avec respectivement comme intitulé l'idée de progrès et l'optimum de population. Donc, vous voyez des thèmes qui sont très démographiques. Et puis là, il est surtout connu par l'ouvrage de 1934, La révolution démographique, qui a été réédité dans une excellente collection de l'INED que je vous recommande il y a un certain nombre d'années. Ce sont les classiques de la population. Alors, qui était Adolphe Landry ? C'était un universitaire normalien, agrégé de philosophie, qui enseigne à l'école pratique à partir de 1907, pour vous situer le début de ses réflexions et de sa carrière, mais qui très vite entre en politique, et dès 1910, et il va être député et sénateur de la Corse de façon presque ininterrompue jusqu'à sa mort en 1956, et en étant au passage plusieurs fois ministre. Et dans ses fonctions ministérielles, il a développé un certain nombre d'interventions dans le domaine des assurances sociales et des mesures en faveur de la famille, donc en interaction assez forte avec ses réflexions démographiques. Alors, il a été très actif dans les milieux de la démographie, au plan national, et il a joué un grand rôle dans la naissance de la démographie en France. Il a beaucoup contribué à mettre en scène, si je puis dire, Alfred Sauvy, par exemple. Il a publié lui-même un traité de démographie en 1945, en partage avec un certain nombre d'auteurs, dont Alfred Sauvy, et Henri Ball, on verra ce nom aussi, un statisticien. Et c'est la même année aussi, en 1945, qu'il aide à la création de l'INED, l'Institut d'études démographiques. Mais il était aussi actif au plan international, puisqu'il a joué un rôle important. Il a présidé l'Union internationale pour l'étude de la population, qui était la principale association de démographes au plan international. Alors, donc, dès 1909, donc, vous voyez très tôt, il venait tout juste de terminer sa thèse de doctorat et de commencer son enseignement à l'école pratique. Il a publié donc, ses premiers articles dans le domaine de la population. Alors, ça a été tout ça réédité dans le volume que j'ai indiqué. En fait, c'est lui-même qui l'a publié de façon groupée en 1934, avec ce qui donne le titre à l'ouvrage, donc La révolution démographique, mais aussi un texte qui s'appelle Population et décadence. Donc, vous voyez, ça nous ramène bien au thème que j'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, ces anciens articles qu'il a réincorporés. Et c'est l'ensemble de ces ouvrages, l'ensemble de ces travaux qui ont été republiés donc, plus récemment. Alors, sur la diapo, vous voyez qu'il y a d'autres noms. En fait, les travaux de Landry vont être pratiquement ignorés des anglo-saxons qui, un peu plus tard, il y a un précurseur qui est Warren Thompson, j'y reviendrai, en 1929, mais c'est surtout dans les années 44-45 qu'il va y avoir un tir groupé d'auteurs qui vont vraiment définir ce que nous appelons la transition démographique et imposer finalement le terme de transition, puisque, on va le voir, et vous l'avez peut-être entrevu, l'ouvrage de Landry, donc ça s'appelait la révolution démographique et non pas la transition démographique. Donc ces auteurs ignorent beaucoup, presque complètement les travaux faits en France, sauf paradoxalement Warren Thompson qui, en 1929, cite notamment Sauvy et Henri Ball
donc des auteurs qui publiaient des travaux de démographie et statistique en France, mais pas Landry, qui pourtant avait déjà lui-même pas mal publié. Et donc, du coup, Landry n'entrera pas du tout dans les références de ces auteurs anglo-saxons. On va voir qu'il y a quand même une différence de perspective. Alors, l'homme clé ici a été Frank Notenstein. En France, c'était Adolphe Landry. Aux États-Unis, ça a été Frank Notenstein, parce qu'il a fondé et dirigé le premier institut important de démographie aux États-Unis, qui était l'Office for Population Research à Princeton, à partir de 1936. C'est de là que vont sortir vraiment beaucoup de travaux et des très grands noms de la démographie internationale. Et puis, en parallèle, il va travailler avec la Société des Nations, qui s'intéressait aux questions de population. Et donc, il va susciter des travaux au sein de cette société. Et du coup, après la guerre, avec la nouvelle organisation internationale, l'ONU, il va également susciter très vite la création d'une division de la population, dont il prendra la direction aussi, et qui travaillera pas mal en interaction d'ailleurs avec l'Office de Princeton. Et il sera aussi, après, à l'origine de la création du Population Council, une fondation américaine, donc, qui est dans la galaxie des fondations Rockefeller, qui va jouer un rôle assez important, à la fois pour développer des travaux démographiques et pour également inciter au développement des programmes de planning familial dans les pays en développement. Donc ça a vraiment été un homme clé. Et ces articles donc, de 44-45 et plus tard de 53 sont les références incontournables dans le domaine de la transition démographique. Et en parallèle, donc, deux autres auteurs, Kingsley Davis et Dudley Kirk, vont aussi contribuer à ces travaux. Alors, une différence importante avec Adolphe Landry, c'est que ces auteurs vont aussi très vite s'intéresser à la situation des pays en développement. On ne l'appelait pas forcément encore comme ça, mais en tout cas, ils ne vont pas rester les yeux fixés sur l'Europe ou les États-Unis, et ils vont prendre conscience de ce qui se passe quelque chose de très important dans le reste du monde, et à la limite, par exemple, dans l'article de 53 de Notenstein, tout est axé sur cette question-là. D'ailleurs, dans l'intervalle, le baby-boom est arrivé, ce qui fait que le problème démographique que se posaient les Américains comme les Européens était mis entre parenthèses, et tout se concentrait donc sur les questions des pays en développement et de la forte croissance. Et ça débouchera d'ailleurs aussi très vite, dès les années 1945, sur les travaux de projection démographique que j'évoquerai la semaine prochaine. Alors, reprenons la chronologie. Dans son article de 1909, Landry pointe un changement majeur qui est intervenu entre le XVIIIe et la fin du XIXe siècle, et en discutant de ce qu'il appelle les deux régimes démographiques. Ces deux régimes qui sont succédés de façon pas très claire d'ailleurs dans ce que présente Landry, avant qu'intervienne une rupture beaucoup plus forte qui conduit au régime qui était le régime contemporain de Landry, donc au début du XXe siècle. Alors, les trois régimes, pour lui, qui se sont succédés, sont un premier dans lequel il n'y a pas de contrôle, ni de la nuptialité, ni de la natalité. Donc on se marie très jeune, on fait des enfants sans limite, et en parallèle, Landry insiste toujours sur les aspects économiques correspondant à chacun de ces régimes. Là, bon, il pense qu'effectivement, on est dans un contexte où la majorité de la population n'a qu'un minimum d'existence, et la régulation, s'il en faut une, se fait par la mortalité. Si la population croît trop vite, eh bien, il y a des crises de mortalité qui, éventuellement, peuvent freiner cette croissance. La deuxième étape, c'est un contrôle de la fécondité par la nuptialité. C'est-à-dire que c'est seulement par un retard du mariage, voire un célibat complet, qu'on essaie de limiter le nombre d'enfants. Et dans quel but ? C'est dans le but d'assurer à ces enfants un niveau de vie qui soit au moins égal à celui des parents. Dans ce cas-là, clairement, la régulation se fait par la nuptialité. Et puis enfin, le troisième régime, celui donc contemporain de Landry, c'est un vrai contrôle des naissances au sein du mariage et dans un contexte où la mortalité a beaucoup baissé. Ce contrôle se fait pour des motifs économiques, de la même façon que dans l'étape 2, mais également pour toutes autres raisons sur lesquelles on va revenir.
Un point important, donc, c'est que la régulation, là, ne peut se faire que par la fécondité, puisque c'est ça qui réduit l'écart entre la natalité potentielle et la mortalité. Mais surtout, il n'y a pas forcément d'équilibre dans ce régime-là, et c'est un point sur lequel Landry va beaucoup insister. Alors, j'ai dit que la distinction entre les premiers et seconds régimes était un peu confuse dans les travaux de Landry, et d'ailleurs, il admet qu'il y a des situations intermédiaires, mais ça vaut la peine d'y rester un petit moment, parce que là, Landry était quand même extrêmement précurseur, et spécialement donc, dans l'ouvrage « La révolution démographique », il insiste sur le fait que dans le régime démographique qu'il appelle primitif, ça ne correspond pas nécessairement au maximum absolu de la natalité, c'est-à-dire au maximum physiologique, en raison notamment des coutumes concernant la durée de l'allaitement et tout d'abord l'âge de mariage. Et là, en une seule phrase, Landry nous fait une remarquable synthèse du régime démographique de la France ancienne, qu'on analysera vraiment finement et qu'on confirmera, si je puis dire, véritablement, que bien des années après, grâce aux travaux de démographie historique qui permettront de reconstituer les comportements de ces périodes. Il y a trois éléments qu'on peut souligner dans ce régime. Le fait que la reproduction était limitée par des comportements qui, pour l'essentiel, s'imposaient aux individus, mais qui contribuaient quand même, éventuellement, à éloigner du niveau théorique maximum de la fécondité, ce qu'il appelle le niveau physiologique. Et c'est ce que, bien des années après, dans les années 50, Louis-Henri confirmera en définissant la fécondité naturelle, pour laquelle on a parfois mal compris le terme. Pour lui, naturel ne voulait pas dire qu'il n'y avait aucun élément de contrôle, notamment social, sur la fécondité, parce qu'il admettait, exactement comme Landry, que les régulations se faisaient par l'âge au mariage et par l'allaitement. Mais ces variables étant plutôt imposées par la société que résultant de choix individuels. L'allaitement, on ne choisit pas trop d'allaiter ses enfants, on sait que c'est indispensable, c'était indispensable pour leur survie et leur croissance, et l'âge au mariage était aussi fortement contraint. Et justement, ce problème du retard au mariage, c'est quelque chose dont on a véritablement pris conscience, que tardivement aussi, lorsque, notamment avec les travaux de John Agenal, à partir de 1953, il a pu mettre en évidence l'existence d'un régime démographique de nuptialité très spécifique à l'Europe de l'Ouest et du Nord, et marqué par un mariage tardif, en moyenne 25-26 ans pour les femmes et 2 ans de plus pour les hommes, ce qui, effectivement, dans un contexte primitif, entre guillemets, est assez tardif. Donc ça, encore un point à mettre à l'actif de Landry, d'avoir repéré cette situation très tôt. Et également, pour l'autre facteur qu'il met en avant, la durée de l'allaitement, là aussi, ça n'allait pas de soi du tout. C'est un thème qui m'a particulièrement intéressé dans mes travaux. Et quand j'avais recherché un petit peu la façon dont on avait pris en compte cette variable, je me suis aperçu qu'il y a eu notamment une omission qui a pesé très très lourd. C'est le fait que dans une liste extrêmement détaillée de tous les facteurs qui conditionnent la fécondité, qui ont été établis par 2 sociologues américains, Judith Blake et Kingsley Davis, au milieu des années 50, eh bien, ils ont tout simplement oublié l'allaitement. Le mot n'apparaît pas dans leur liste. Du coup, dans les enquêtes démographiques qui ont été organisées dans les années 60, eh bien, on ne s'est pas posé cette question-là, qui était pourtant un des éléments encore très importants de régulation dans beaucoup de pays, et en particulier en Afrique, mais pas seulement. Donc, je crois aussi que c'est assez remarquable que Landry, lui, ait pensé à mettre ce facteur en avant très tôt. Alors, revenons à l'équilibre démographique qui résultait de ces comportements. C'était donc d'un côté une mortalité élevée, et de l'autre, on pourrait dire nécessairement, une fécondité également assez élevée, puisque sinon la population aurait diminué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une mortalité élevée ? On raisonne là sur des espérances de vie de l'ordre de 25 à 30 ans. Jusqu'au XVIIIe siècle, il est peu probable que les populations aient eu des espérances de vie supérieures à 25 ou 30 ans. Donc, le gros changement qui va se produire, eh bien, c'est cette baisse de la mortalité, on va y revenir, qui va être très importante. On va doubler l'espérance de vie à peu près entre cette période ancienne et le moment où Landry écrit et réfléchit.
Et donc, la question va être de savoir si la fécondité et la natalité vont suivre ou pas. En fait, d'ailleurs, finalement, on s'aperçoit que Landry ne discute pas beaucoup de la transition. Et c'est peut-être ça qui explique qu'on a finalement choisi ce terme-là par rapport au terme révolution. Il passe très vite du contexte donc, de ces deux régimes, qui sont quand même des régimes primitifs, au régime contemporain, et n'explique pas beaucoup ce qui se passe dans l'intervalle. Et probablement que là, il est victime d'un biais de contexte, c'est-à-dire qu'il raisonnait d'abord sur le cas de la France, et le cas de la France dans les années 30, c'était effectivement une situation dans laquelle les naissances et les décès s'équilibraient plus ou moins, avec parfois des années de déficit, donc d'excédent de décès sur les naissances. Et puis, la transition, surtout de la France, a été justement tout à fait atypique, puisqu'elle n'a pas connu de période de forte croissance, elle n'a pas connu de période de grand décalage entre la mortalité et la natalité. Donc, partant du constat français, et l'élargissant un petit peu au constat européen, mais pratiquement pas du tout au reste du monde, Landry n'était pas le mieux placé pour comprendre ce qui se passe dans la phase de transition, alors que ça va être l'élément essentiel de la croissance démographique mondiale dans les décennies qui vont suivre. Et s'il a pris le terme révolution, je crois que c'est aussi parce qu'il voulait jouer sur l'analogie avec l'usage qu'on fait de ce terme en histoire, transformation qui s'opère dans un changement de régime. L'anthropologie historique, le régime, c'est tout ce qui constitue l'ensemble des lois et coutumes qui donnent, par exemple, son unité à une société, à une nation, et qui assure son équilibre. On parle de l'ancien régime. En démographie, donc, le régime va être constitué aussi de l'ensemble des usages, des comportements qui déterminent au plan collectif la dynamique de la population. Alors, quel est ce schéma de base de transition démographique sur lequel on va s'appuyer? Eh bien, on va le résumer très simplement en disant qu'il s'agit de passer d'une situation de quasi-équilibre entre la natalité et la mortalité à une situation de déséquilibre, puis éventuellement de rééquilibre. Donc sur ce graphique, vous avez, sur une échelle de temps arbitraire, en bleu, une courbe qui représente la natalité. Les taux sont pour 1000 sur l'échelle de gauche, si vous arrivez à la lire. Donc on démarre à peu près autour de 40 pour 1000. Et en rouge, la courbe de mortalité, taux de mortalité qui est également, par définition, assez proche de 40 pour 1000. Alors on l'a fait fluctuer un peu, on aurait pu le faire fluctuer beaucoup plus, puisque une des caractéristiques de ces situations de régime traditionnel de mortalité était qu'il y avait beaucoup de crises, éventuellement très fortes de mortalité, et donc des aléas très importants sur le taux de mortalité. Alors on se situe à un instant arbitraire T0 pour un pays donné, disons, et on fait l'hypothèse ou le constat que la mortalité commence à baisser. Tout va dépendre de ce qu'offrira la natalité. Si, ce qui s'est produit dans la majorité des cas, la baisse est décalée dans le temps, elle ne s'amorce qu'après, pour des raisons qu'on va élucider, si on peut, eh bien, dans l'intervalle, il va y avoir une période de forte croissance. Et la troisième courbe ici, c'est le taux d'accroissement naturel. Alors, au début, on suppose qu'il fluctue, mais qu'il est à peu près légèrement positif. Encore une fois, s'il était constamment négatif, eh bien, nous ne serions plus là pour en parler. La population aurait disparu. Donc, il faut bien faire l'hypothèse qu'il était en moyenne légèrement positif. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, il va se mettre à augmenter rapidement. Ici, vous voyez, on le fait monter jusqu'à 20 pour 1000, c'est-à-dire 2%. Et effectivement, il peut atteindre 2%, voire 3% dans les phases de transition pour certains pays. Alors, à partir du moment où la natalité va amorcer sa baisse, si en particulier ça va plus vite que la mortalité, eh bien, le taux de croissance va revenir, va rediminuer, et on fait l'hypothèse que tout ceci va converger harmonieusement vers un nouvel équilibre, point qui va être justement très débattu. Alors, je veux ici ouvrir une petite parenthèse pour clarifier les termes que j'ai employés, parce que je vais parler de natalité, de fécondité de façon un peu indifférente. Il faut peut-être, une fois pour toutes, clarifier ces termes-là. Donc, le taux de croissance de la population, comme on le voit sur ce graphique, c'est la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Alors, ces taux, c'est simplement le rapport du nombre des naissances ou du nombre des décès à l'effectif de la population totale. Donc, c'est un indicateur très simple. Le problème, c'est que ces taux dépendent de la structure par âge de la population. Il est évident que
ces personnes qui font des enfants sont essentiellement celles qui ont entre 15 et 50 ans. Donc, si vous avez une population dans laquelle il y a beaucoup de personnes âgées, par exemple, eh bien, ça fera un P plus élevé, mais avec des personnes qui ne contribuent aucunement au numérateur en termes de naissance. Par contre, ils vont contribuer beaucoup peut-être en termes de décès et biaiser aussi l'interprétation qu'on peut faire de l'indicateur de mortalité. Donc, on voit que ce n'est pas un très bon indicateur de comportement, disons. On préférerait avoir quelque chose qui reflète un peu mieux le comportement des gens, puisque ça mélange des gens qui sont concernés par le problème et d'autres qui ne le sont pas. Alors, pour faire ça, la chose très simple, c'est de construire des taux de fécondité par âge, c'est-à-dire de répartir les naissances en fonction de l'âge des personnes au moment de la naissance et de diviser par l'effectif concerné. Alors, j'ai mis un indice F ici, parce qu'en général, on travaille sur un sexe, donc F pour féminin, mais on peut très bien le faire aussi sur les hommes. On peut calculer le taux de fécondité masculin. On n'a pas toujours les données, mais en théorie, rien n'empêche de le faire, et quand on peut le faire, ça donne lieu à des petits paradoxes quelquefois amusants quand on compare au comportement des femmes, puisque le nombre de naissances, lui, est commun au total. Alors, donc, on reporte les naissances par âge à l'effectif des femmes par âge. Alors là, on est dans une démarche, disons, classique en démographie, c'est qu'aussitôt qu'on a essayé de décomposer un processus, on se dit, oui, mais c'est embêtant, parce que maintenant, au lieu d'un indicateur, j'en ai 30, si je fais des taux de fécondité annuels, 35, 90, 100, si je fais des taux de mortalité annuels, donc ce n'est pas facile à manipuler, donc on va chercher à faire une synthèse, mais évidemment une synthèse différente. Cette synthèse, on l'a fait en sommant les taux sur tous les âges. Alors, on peut le faire de deux façons, ou de plusieurs façons, en tout cas deux principales, soit sur une génération, soit sur une année donnée ou une période donnée. Alors, le cas le plus simple, c'est sur une génération. Ça veut dire que je suis l'histoire de la génération 1920, et je regarde à quel âge les femmes ont eu leurs enfants. Je calcule chacun des taux avec l'effectif correspondant de la génération à chaque âge. Une façon très simple de comprendre la dimension du résultat, c'est de dire, imaginons que nous fassions le calcul en prenant des gens actuellement en vie et en les interrogeant sur la date de leur naissance. Donc, par exemple, dans cette salle, si j'interrogeais les très rares personnes qui ont plus de 50 ans, pour prendre celles qui ont terminé leur parcours fécond, donc par exemple entre 50 et 60 ans, je peux leur demander à quels âges elles ont eu leurs enfants. Et donc, je peux calculer à chaque âge le taux correspondant. Mais dans ce cas précis, évidemment, ce sont les mêmes personnes qui vont me raconter l'histoire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Donc, l'effectif PF de A est toujours le même. Donc, quand on fait la somme des taux, eh bien, on fait finalement la somme des naissances. Et donc, ce qu'on obtient à la fin, c'est bien le nombre moyen d'enfants par femme ou par homme pour lequel on a fait le calcul, pour les générations dans lesquelles on a fait le calcul. Donc là, c'est extrêmement simple. On a un nombre moyen d'enfants par personne. Alors, c'est un petit peu plus compliqué quand on suit une génération réelle, parce que l'effectif change, hein, il y a des décès, il y a des migrations, mais le principe est évidemment le même et la dimension du résultat est la même. Alors ça a un inconvénient, évidemment, c'est qu'on ne connaît la fécondité qu'à retardement. C'est-à-dire que si j'explique aujourd'hui, si je dis que je ne peux expliquer les comportements en France qu'avec les générations qui ont plus de 50 ans, ça ne passionnera pas énormément les gens qui s'intéressent à la conjoncture. Alors, une façon de faire, c'est de reprendre les mêmes taux, mais cette fois-ci de les calculer sur une année ou une période donnée. Donc, je cherche à savoir, l'an dernier, ou sur les 5 dernières années, combien y a-t-il eu de naissances à un certain âge, 23 ans, 24 ans, 25 ans, chacun des âges successifs, avec l'effectif correspondant dans la population à ce moment-là, et je calcule les taux et j'en fais la somme. J'obtiens quelque chose donc, qui est exactement de la même dimension que la descendance finale, qu'on appelle l'indice synthétique de fécondité. On a parfois d'autres appellations, mais qui n'est pas tout à fait pareil, malgré tout. Un exemple très simple pour le faire comprendre, c'est que supposer qu'à la suite d'un mouvement quelconque de pensée, de contestation, toutes les Françaises décident de ne pas avoir d'enfants l'année prochaine. Il faut un petit préavis pour le décider, mais bon. Eh bien, vous aurez à ce moment-là un taux de fécondité qui sera exact, vous n'aurez aucune naissance, à aucun âge, un taux de fécondité qui sera exactement égal à 0 pour tous les âges, et donc un indice qui sera égal à 0. Pourtant,
Peut-être cet événement passera-t-il presque inaperçu dans l'histoire. Si vous regardez la fin des histoires de génération, les personnes qui n'auront pas eu d'enfants en 2010 sont susceptibles de l'avoir en 2011, 2012, 2013, et donc de rattraper ce retard, surtout si elles en veulent en tout à peu près 2. Voilà, donc il y a des phénomènes temporaires qui font que, et des mouvements qu'on appelle de calendrier, c'est-à-dire des retards ou des avances dans le moment où on fait les enfants. Je peux reprendre l'exemple précédent en disant simplement, imaginons qu'en effet on décide d'attendre un an parce qu'il va y avoir une prestation familiale particulièrement intéressante dans un an. Bon, eh bien, vous allez avoir brusquement un changement dans le comportement, dans le calendrier des naissances, qui va se refléter sur l'indicateur transversal, comme on dit, mais pas sur l'indicateur de génération. Finalement, les personnes auront leurs enfants. Alors voilà, simplement pour vous dire que quand on parle de natalité, on fait normalement référence expressément à cet indice-là. Le taux de natalité, c'est utile pour mesurer la croissance de la population. C'est par différence entre ces deux taux qu'on a la croissance. Quand on veut plus parler de comportement, on va parler plutôt de fécondité, et donc on fera référence plutôt à des indicateurs de ces genres-là. Voilà, donc je referme cette parenthèse qui était destinée à clarifier un petit peu les choses. Alors, je reprends le fil de l'histoire. Donc, après Landry, qui d'ailleurs a été, comme je l'ai dit, un peu ignoré, c'est donc surtout l'équipe américaine qui va imposer ses vues et expliciter effectivement plus clairement le schéma de transition à partir de 1945. Alors, j'avais dit qu'il y avait eu un précurseur quand même qui était Warren Thompson en 1929, et il va définir 3 groupes. Tout fonctionne toujours par 3, je ne sais pas pourquoi dans ces présentations. Landry avait 3 étapes, lui il a 3 groupes, et après il y en aura encore 3 pour Nottestein. Donc, méfiez-vous aussi parce qu'en général, il les présente par ordre chronologique inverse. Le groupe A, c'est celui dans lequel la mortalité et la natalité sont déjà réduits, et avec même un excédent de décès sur les naissances, permanent ou occasionnel, ou à venir sous peu. Donc ça, c'est ce contexte, on est en 1929, donc c'est ce contexte que je rappelais, qui était vrai pour les États-Unis aussi, d'une situation dans laquelle, en effet, les décès dépassaient parfois le nombre de naissances. Bon, ça, c'est le groupe A. Groupe B, la mortalité ayant baissé plus vite que la natalité, là, on est bien dans cette phase de transition, cela a laissé donc un taux d'accroissement naturel, déjà actuel, où ça laisse prévoir un taux d'accroissement important. Donc là, on est bien dans une phase transitionnelle. Et puis le groupe C, c'est les contextes de mortalité et natalité élevés, mais pour lesquels Thompson dit qu'il y a un potentiel de croissance fort. C'est-à-dire que ces pays-là n'ont pas fait leur transition, mais ils vont finir par la faire. Dès que la mortalité va commencer à baisser, et elle commencera à baisser, ces pays vont entrer dans une phase de transition et de forte croissance. Alors, il donne des exemples de pays, d'ailleurs. Donc, pour le premier groupe, je vous ai dit, bon, évidemment, il y a les contextes européens, mais ce n'est pas toute l'Europe, c'est l'Europe de l'Ouest. Pour le groupe B, il regarde du côté de l'Europe centrale, qui est en phase de transition, donc de croissance relativement élevée. Une partie de l'Italie, l'Italie du Sud, toujours un régime démographique assez différent, l'Italie du Sud et du Nord. L'Espagne. Et puis pour le premier groupe, le troisième groupe, pardon, C, il évoque la Russie, l'Inde et le Japon. En fait, tous les exemples qu'on va voir sont presque toujours soit des pays donc européens, soit des pays du reste du monde, mais comme la Russie ou le Japon, qu'on classe aujourd'hui dans les pays industrialisés, et plus rarement, là, l'Inde, par exemple, comme exemple qui réellement appartient à ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde. Alors, Frank Nottestein, lui, en 1945, va aussi reprendre un triptyque, mais alors, sa formulation va être plus clairement une description de transition. Alors, à nouveau, ces 3 types sont en ordre chronologique inverse. Donc, le premier, qu'il appelle les contextes de incipient decline, début du déclin. Donc là, la population risque de diminuer parce que la mortalité a baissé et la fécondité ou la natalité a baissé encore plus vite. Et donc, on est maintenant en dessous du niveau de remplacement de la population. Et si on ne l'est pas, on risque d'y arriver très bientôt. Donc, c'est le même groupe, finalement, que Warren Thompson. Alors, le groupe 2, il insiste sur le fait que c'est la croissance transitionnelle. Donc, c'est vraiment cette phase intermédiaire dans laquelle la mortalité a déjà baissé et la fécondité pas encore ou peu.
Et là, il cite maintenant, on est en 1945, donc quelques années plus tard, l'URSS, le Japon, certains pays d'Amérique latine, la Turquie, l'Afrique du Nord, qui sont au début de ce processus. Et puis le troisième groupe, donc la forte croissance potentielle, qui est le cas des pays qui n'ont pratiquement pas amorcé leur transition. Et lui insiste sur le fait que plus de la moitié de la population du monde est dans ce cas. Donc là, c'est vraiment un changement de perspective. Ce n'est pas comme ça un ou deux cas qu'on regarde de façon un peu surpris, mais sans bien comprendre ce qui se passe. Et lui estime qu'on est bien dans un processus dans lequel passeront tous les pays du monde. Et donc, pour le moment, il estime qu'au moins la moitié du monde est au début de ce processus, dont l'Afrique, le Proche-Orient, l'Asie et la majorité de l'Amérique centrale et du Sud. Donc, il balaye bien cette fois-ci l'ensemble du monde et il prévoit une forte croissance de la population mondiale, au moins jusqu'à la fin du siècle, et il n'aura pas tort sur ce point. De son côté, Kingsley Davis, que j'ai mentionné parmi les auteurs de ces années 45-46, il ne propose pas de typologie, lui, il se contente de celle de Lottestein, mais il va décrire de façon plus précise les déterminants des diverses phases du processus de transition. Et il partira du constat que dans ce qu'il appelle les sociétés primitives et archaïques, les niveaux de mortalité et de fécondité étaient élevés. Il propose une estimation, il dit que l'espérance de vie était de l'ordre de 30 ans dans les sociétés traditionnelles, ce qui est assez juste, et contre à peu près 60 ans dans les pays développés à son époque, à l'époque où il écrivait. Et il explique que la mortalité a commencé à baisser parce qu'on a pu limiter le nombre des famines, donc réduire ces pointes de mortalité justement que j'évoquais, les crises, améliorer les productions agricoles, et on a quelques progrès sanitaires déjà. Et la fécondité a suivi, ou suit, quand les gens réalisent qu'une famille nombreuse devient un handicap, et c'est particulièrement vrai dans des sociétés urbanisées et dans lesquelles l'individualisme, disons, se développe. Et également, il rattache la motivation au fait qu'on peut finir par réaliser que si la mortalité des enfants diminue, eh bien, ce n'est pas la même chose d'en avoir 6 dont 3 qui vont décéder en bas âge, ou 6 dont un seul décédera éventuellement en bas âge. Ce qui est important aussi, c'est qu'il va beaucoup insister, ce que d'ailleurs Landry avait fait de son côté, sur le fait qu'on est face à une transformation de nature véritablement culturelle, donc extrêmement importante. Et il dit la transition socio-culturelle, connue sous le nom de révolution industrielle, a été accompagnée en Europe et dans les populations européennes d'outre-mer, par une transition démographique qui lui est intimement liée. Donc ça, c'est important de voir qu'on va commencer à effectivement relier de façon très directe la transition démographique qui produit, c'est-à-dire les changements de comportement qui se produisent dans le domaine démographique, avec le changement économique qui s'opère dans l'ensemble du monde. Il va également souligner une chose intéressante de Davis, c'est qu'il y a une bonne vue de ce processus. Il dit finalement, les pays actuellement développés, d'Europe notamment, sont des pays qui ont connu une croissance forte dans les années récentes, donc qui ont vu leur part dans la population mondiale augmenter, et ça ne va pas durer, elle va rediminuer quand les autres pays vont amorcer leur transition. Et effectivement, il dit que les pays industrialisés ont vu la part de leur population passer de 18% au XVIIe siècle à peu près 35%, donc le double au début des années 30. Et d'ailleurs, voilà le graphique qu'on peut reconstituer. On voit qu'effectivement, la part de la population donc des pays d'Europe et d'Amérique du Nord dans la population mondiale, depuis 1750, qui était de l'ordre de 20% en 1750, est montée à 30%. Il se trompait un petit peu avec 36, enfin, il n'était pas forcément le même champ exactement de pays. Et puis qu'elle redescend. Alors attention que nous sommes là à peu près en 2000. Donc nous sommes redescendus déjà en dessous du niveau de 1750 et ça va encore continuer. Donc c'était, je pense, aussi assez bien vu de réaliser déjà ce décalage qu'il y avait eu, le fait qu'il y avait eu une expansion démographique qui s'était accompagnée d'ailleurs d'une expansion tout court, puisque c'est ce qui avait favorisé la conquête des nouveaux territoires par les populations européennes, mais que c'était déjà la fin et que maintenant les pays du tiers-monde allaient en quelque sorte prendre leur revanche.
il lit beaucoup, il mise beaucoup, disons, dans cette évolution sur une variable dont on reparlera aussi beaucoup, qui est le recul de l'illettrisme, parce qu'il pense que c'est une conséquence naturelle du développement économique et que ce sera un déterminant majeur de la baisse de la fécondité. Et c'est vraiment ce qu'on pense aussi aujourd'hui. La variable éducation est vraiment une variable clé. À la même époque, donc, Dudley Kirk, qui analysait le même processus, va utiliser un autre terme qui n'a pas finalement survécu, qui est celui de vital revolution. Mais c'était cette idée aussi de périodes de forte croissance démographique avant de retrouver un état d'équilibre. Et j'ai laissé la situation en anglais parce que je ne suis pas sûr de la traduction à en donner, là, sur l'essence de la révolution vitale. C'est la transition de conditions primitives, donc de wasteful mortality. Donc wasteful, c'est l'idée de gaspillage, donc d'une mortalité, je ne sais pas comment dire, exubérante, enfin excessive, et d'une reckless procreation, donc c'est aussi d'une procréation insouciante, irresponsable, non contrôlée. Donc passage de ce contexte-là à un nouvel équilibre entre une basse mortalité et les taux de fécondité contrôlés. On va retrouver l'expression Vital Revolution chez d'autres auteurs, comme par exemple Wilbert Moore, qui sera l'auteur d'un rapport des Nations Unies, de la Société des Nations, donc avant la guerre, sur la démographie de l'Europe de l'Est et du Sud, et où il décrit aussi le processus de transition à peu près dans les mêmes termes. Alors, sauf que lui, il croit tellement au processus qu'il estime qu'il n'y a qu'à regarder le taux de croissance d'un pays pour savoir exactement à quelle étape il se trouve dans le processus, ce qui est malheureusement pas si simple, parce que ce taux de croissance, c'est la différence entre la natalité et la mortalité. Un même taux peut résulter de valeurs donc, différentes, de combinaisons différentes des taux. Donc là, il y croit un petit peu trop. Alors, venons-en maintenant justement aux origines de cette évolution. Pourquoi est-ce que la fécondité, notamment, se met à baisser ? Et le débat, tel qu'il est posé chez Landry, va être un peu biaisé par des discussions sur la décadence, il y avait cette idée à l'arrière-plan, et le luxe qui pourrait en être à l'origine. Landry ne pourra en effet pas s'empêcher de dénoncer régulièrement dans ses écrits le goût du luxe, qui voulait dire l'égoïsme, qui se serait emparé des ménages des pays développés. Ce qui est assez paradoxal parce qu'il se réfère quand même fréquemment aux difficultés objectives que peut entraîner pour la famille la présence d'un trop grand nombre d'enfants. Et souvenez-vous, il a fait de la politique en faveur des familles, il était très conscient donc de ces difficultés. Or, puisqu'il savait que la mortalité baissait, il ne pouvait pas ignorer qu'à ce moment-là, automatiquement, ça faisait plus d'enfants dans les familles, plus d'enfants survivants. Donc, d'un côté, Landry est très lucide quand il écrit dès 1924, je cite, « La restriction de la procréation est couramment pratiquée, et les raisons dominantes en sont d'une part le souci qu'ont les gens de ne pas s'imposer les charges d'une famille nombreuse, d'autre part leur désir que les enfants qu'ils procréeront aient plus d'aisance qu'eux-mêmes et montent plus haut dans la hiérarchie sociale. » Ça, c'est dans l'idée de progrès, donc, en 1924. Donc, c'est une conception qui est plutôt altruiste, c'est-à-dire que les couples réduisent le nombre de leurs enfants pour leur assurer à ces enfants un avenir meilleur. Meilleur dans l'absolu ou par comparaison avec leur propre sort actuel ou futur. On voit là un rapprochement très évident avec les idées d'Arsène Dumont de capillarité sociale. Capillarité sociale, c'est vraiment cette idée que si on commence à monter un petit peu dans l'échelle sociale, il y a un moment où on en est conscient et où on veut poursuivre cette ascension, et on veut le poursuivre soit pour soi-même, en n'ayant pas trop d'enfants pour ne pas être encombré, soit en misant tout sur les enfants, en faisant en sorte que les enfants, eux, aient un sort meilleur et fassent, eux, l'ascension sociale que ce qu'on même on n'a pas encore réussi à accomplir vraiment. Donc Landry utilise même l'expression capillarité sociale à plusieurs reprises, mais curieusement, il ne mentionne pas l'auteur. L'ouvrage de Dumont, Des populations et civilisations, était paru en 1890, donc il était tout à fait connu. Bien, mais ça, c'est la version altruiste, disons, dans l'interprétation de Landry, et il ne s'arrête pas là, parce qu'il va aussi proposer des interprétations beaucoup plus égoïstes. En 1924, toujours, il écrivait « Le culte du progrès ne nous porte pas seulement à négliger la vie intérieure et la moralité. D'une manière indirecte, il fait positivement tort à celle-ci. On veut s'enrichir, on veut s'élever, c'est souvent une idée fixe, un tourment. » Vous voyez que les termes utilisés montrent qu'il n'est pas tout à fait en faveur de cette démarche.
Donc ce n'est plus seulement le souci du destin des enfants, mais une volonté qu'on peut qualifier d'égoïste de vouloir s'enrichir soi-même. Donc ce qu'ils jugeaient légitime, ajuster le nombre d'enfants à ces ressources dans leurs biens, pour leur bénéfice, devient quelque chose de beaucoup moins moral pour lui. Donc la limitation de la fécondité, écrit-il aussi, n'est plus guidée par une vue simple, celle d'assurer un niveau de vie convenable, c'est-à-dire de maintenir le niveau de vie accoutumé. Il s'agit de l'élever au profit des parents et au profit de la progéniture. Donc c'est l'idée qu'on veut élever le niveau de vie, pas seulement le maintenir, ce qui faisait partie des conditions des premiers équilibres démographiques pour lui. Et ça peut aller jusqu'à ne plus vouloir d'enfants du tout. Puisqu'il dit, là où l'on craint la gêne apportée par les enfants, la restriction des naissances pourra aller jusqu'à supprimer complètement celle-ci. Bon, alors évidemment, pas de naissance du tout, ça pose un problème démographique évident, mais si on laisse ça de côté, je pense que Landry, là, nous donne une vision un peu statique du monde social, ce qui est surprenant, encore une fois, un peu de sa part. Voilà quelqu'un qui était bien au fait de la révolution industrielle, il discute de l'idée de progrès, c'est le titre même de certains essais, et il ne voit d'ambition légitime pour les citoyens que celle de maintenir le niveau de vie traditionnel, comme si la transformation d'une société qui était majoritairement agricole et rurale à une société industrielle et urbaine ne remettait pas en cause tous les schémas et n'obligeait pas à effectivement s'engager dans un nouveau contexte avec des nouveaux repères, et donc des ruptures d'une génération à l'autre. Bon, donc là, d'ailleurs, il a un peu atténué ses propos dans certains écrits, on peut encore excuser Landry. Là où il va aller encore plus loin, c'est en disant, par exemple, c'est une vague de paresse qui a déferlé sur le monde entier, en même temps que se généralisait et grandissait le besoin de jouissance et de luxe. Et 10 ans plus tard, il écrira encore, il paraît difficile de nier, par exemple, les progrès de la dépravation sexuelle. Progrès dont il ne donne en fait aucun exemple, si ce n'est la prostitution, rien de nouveau, et de façon plus surprenante, il parle de l'exposition des enfants à la pornographie, et je cite, « L'enfant est corrompu, non seulement par les images qu'il voit dans la rue, par le cinéma où ses parents le conduisent imprudemment, mais par toutes sortes d'écrits sur lesquels tombent ses yeux. La pornographie pénètre dans les milieux les plus modestes, dans les hameaux les plus reculés. » Remplacer hameau par banlieue, et je pense que ce texte aurait pu être écrit tout récemment. Alors c'est dans Dépopulation et décadence, évidemment, en 1934. Voilà, alors, la morale, je crois, la dépravation, je ne crois pas que Landry en ait vraiment des preuves très claires, ni que ça corresponde à une réalité quelconque. La paresse, cette vague de paresse qui a déferlé sur le monde, peut-on traiter de paresseuse une population dans laquelle le temps de travail était encore de 48 heures par semaine, même si effectivement le volume de travail annuel avait commencé à baisser depuis le début du siècle. C'est des chiffres qu'ont reconstitué Marchand et Tello, où il n'existait encore aucune formule de congé payé du tout. Et quant à la société paysanne qui représentait encore un tiers de la population active, je ne crois pas qu'elle ait jamais eu la réputation d'être particulièrement paresseuse et qu'elle a eu beaucoup de temps libre. Donc, c'est des affirmations qui sont quand même assez gratuites, sur le plan de la paresse sûrement, et celui de la morale aussi. Il était probablement influencé par des comportements d'une petite fraction de la bourgeoisie, où effectivement on préférait peut-être vivre de rente que de revenus d'activité, et où on limitait certainement le nombre des enfants. Moe avait déjà écrit en 1778, ce n'était pas d'hier, on trompe la nature jusque dans les campagnes, c'est-à-dire on commence, la régulation des naissances par les moyens du bord commence à passer dans les campagnes, mais en venant des villes. Donc elle existait déjà dans certaines parties de la société. Bon, alors, refermons cette parenthèse concernant l'interprétation de Landry et revenons aux Américains maintenant, qui vont proposer des analyses beaucoup moins moralisantes et mettre en avant un certain nombre de facteurs, qui sont parfois les mêmes d'ailleurs, mais qu'ils considèrent comme beaucoup plus objectifs dans la façon dans leur interprétation des changements. Alors, ils mettent en avant la baisse de la mortalité infantile. Ça, c'est donc un point important, bien sûr, je l'ai dit. S'il y a plus d'enfants qui survivent, en principe, on peut souhaiter en avoir moins. Mais aussi le handicap que constitue une famille nombreuse dans des sociétés urbanisées, ce qui est un changement de contexte important. Et également la nécessité d'avoir des comportements plus individualistes dans des contextes où on a beaucoup relâché les formes anciennes de solidarité sociale.
Et enfin, le développement de l'instruction, je l'ai dit, et en particulier chez les femmes, qui permet à celles-ci d'accéder plus facilement au marché du travail et à des informations diverses, notamment sur les moyens de limiter les naissances. Donc très tôt, ces auteurs vont mettre en avant tous ces facteurs et on va continuer, j'y reviendrai, on va continuer à les considérer dans les débats sur les origines de la baisse de la fécondité. Autre différence, je l'ai dit, ils allaient beaucoup s'intéresser au contexte des pays émergents. Et là, évidemment, il y avait des transformations sociales et culturelles, parfois encore plus brutales que celles qui s'étaient produites dans les pays développés. Mais du coup, ils ont aussi eu tendance à transposer de façon un peu mécanique les idées qui étaient celles résultant de l'analyse du contexte européen, et en pensant qu'on allait pouvoir très vite exporter l'idée du contrôle des naissances et les outils nécessaires éventuellement, et que la population y accéderait de façon très, mécanique. En fait, une vingtaine d'années plus tard, ou trentaine d'années plus tard, Huxley Cole constatera que les expériences, notamment de planning familial qui ont été développées dans les années 50 et 60, n'ont pas toutes réussi, et parce que, pense-t-il, on a oublié un certain nombre de prérequis, et il va énumérer 3 conditions pour que la diffusion de la régulation des naissances puisse se faire. Il faut d'abord que la fécondité entre dans la sphère des choix conscients, du calcul rationnel, ce qui était un présupposé qui, on va le voir, n'est pas du tout évident. Il faut qu'une fécondité réduite soit jugée avantageuse, compte tenu de l'environnement économique et social. Ça ne va pas de soi non plus. On peut très bien penser de façon rationnelle qu'il vaut mieux avoir 6 enfants que 2. Et enfin, il faut que des techniques efficaces de maîtrise de la fécondité soient disponibles. Mais donc, on avait tendance à sauter un petit peu les 2 premières étapes dans les années 50-60, et notamment parce qu'on s'appuyait sur les résultats d'enquêtes qu'on a appelées les enquêtes CAP, Knowledge, Attitudes and Practices, dans le domaine de la fécondité et de la contraception, où on demandait notamment aux gens, c'était pour la première fois on faisait ça, on demandait combien d'enfants ils souhaitaient, ou ils auraient souhaité, et combien ils en avaient eu. Et on constatait qu'il y avait une différence entre les deux, et donc qu'il y avait l'espace disponible pour l'accès à la contraception. Malheureusement, les prérequis qu'indiquait Cole n'étaient pas forcément vérifiés pour qu'on puisse transposer ce simple décalage en motivation forte pour utiliser la contraception. Je vais y revenir prochainement. Alors, donc on a exploré un peu les déterminants de la baisse de la fécondité. On a très tôt, donc dès ces années 40, assez bien cadré, je crois, les grandes hypothèses qu'on va continuer à utiliser aujourd'hui, puisque la transition n'est pas achevée partout. Et puis, dans le domaine de la mortalité aussi, il a fallu comprendre ce qui se passait. Alors, la baisse de la mortalité, elle ne s'est amorcée qu'à la fin du XIXe siècle, dans la majorité des cas. Et puis, il y a eu quelques précurseurs. Alors, auparavant, donc avant la transition épidémiologique dont je vais parler, en fait, ce qu'on a observé, c'était une réduction, je l'ai dit tout à l'heure, de la fréquence des crises de subsistance, c'est-à-dire des épisodes de disette ou de famine qui étaient dus à des mauvaises récoltes. On a pu améliorer les capacités de stockage, de transport des grains, donc éviter qu'une crise à un endroit donné ou à un moment donné ne soit désastreuse alors qu'il peut exister des ressources disponibles ailleurs. Et puis on a commencé à maîtriser un petit peu les grandes épidémies, essentiellement par les mises en quarantaine, qui étaient évidemment des mesures difficiles, mais extrêmement efficaces, et qui supposent pour leur mise en œuvre, en général, qu'il y ait déjà une structure étatique suffisante. Ensuite, il y a eu une amélioration de l'hygiène générale et de l'environnement, par exemple l'éradication des marais au voisinage des villes, qui étaient des sources d'infection très importantes, un meilleur contrôle de l'eau de boisson et de l'évacuation des eaux usées dans les villes. Tout ça ne demandait pas donc des connaissances scientifiques très importantes, mais c'était un constat, disons, des conséquences d'un certain nombre de situations auxquelles on pouvait de façon très empirique remédier. Et puis, il y a eu la découverte de moyens préventifs avec les premiers efforts dans le domaine de la vaccination, avec Jenner contre la variole dès la fin du XVIIIe siècle et Pasteur à la fin du XIXe. Alors, ce qu'on appelle la transition épidémiologique se situe un petit peu après qu'on ait déblayé toutes ces grandes causes de mortalité, si je puis dire, et quand on est passé d'une situation où les causes principales
de décès étaient devenues des causes d'origine infectieuse, les grandes maladies épidémiques, choléra, tuberculose, par exemple en Europe, à une situation où ce sont les maladies chroniques dégénératives, les cancers, les maladies cardiovasculaires qui vont dominer. Et ils dominent parce qu'on a mieux combattu les maladies infectieuses, mais aussi parce que, comme celles-ci tuaient beaucoup de gens aux âges relativement jeunes, à la différence des maladies dégénératives, par définition, ça laisse la place, évidemment, à ces maladies, à un plus grand nombre de personnes à des âges plus élevés. Alors, la vitesse avec laquelle ces différents succès vont être emportés va évidemment beaucoup varier d'un pays à l'autre. On verra que ça a été beaucoup plus vite dans les pays en développement à partir des années 50. Mais il va y avoir un autre phénomène qui va apparaître, c'est le fait que les gains d'années de vie vont se concentrer ou devenir très importantes au-delà de 60 ans, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'au milieu des années 50. Il faut savoir que la mortalité après 60 ans n'a vraiment commencé à baisser de façon significative que depuis une cinquantaine d'années. Auparavant, tous les progrès étaient faits sur la mortalité avant 60 ans. Alors ça introduit une difficulté supplémentaire dans l'interprétation des causes. Et c'est pour ça que maintenant, pour cette étape-là, on ne parlera plus de transition épidémiologique, mais de transition sanitaire pour essayer de faire entrer en jeu d'autres paramètres. Et surtout, ça pose des interrogations sur les limites de la vie humaine, et notamment pour les projections. Et on verra qu'on s'est en effet trompé et qu'on a constamment sous-estimé les progrès possibles en la matière. Alors, une question qui se posait aussi, c'était de savoir quelle pourrait être la fin de la transition. J'ai dit tout à l'heure, le schéma est très joli. À la fin, on montre que les deux taux de natalité et de mortalité se rejoignent harmonieusement, mais rien ne prouve qu'ils doivent le faire. En effet, dès ces écrits des années 20 et 30, donc Landry dit ce qui n'est aucunement inconcevable, c'est que la reproduction d'un pays tout entier descend d'un jour du fait de la baisse de la fécondité au niveau où on est parvenu, celle d'une grande ville comme Berlin. On aurait ainsi une reproduction nette de 0,4. Alors, je ne vous ai pas expliqué exactement ce que veut dire la reproduction nette, mais sachez que ça veut dire qu'on est à la moitié du niveau qui assure le remplacement des générations, donc, disons, grosso modo, un enfant par femme. C'est ce qu'il observe, donc, d'après les statistiques de grandes villes, notamment comme Berlin. C'est ce qu'on observe aujourd'hui, effectivement, dans les grandes villes, mais même à l'échelle de certains pays, presque. On est un tout petit peu au-dessus. Donc, la raison pour laquelle il est pessimiste, c'est qu'il dit que le facteur psychologique nouveau qui explique la baisse de la fécondité, c'est un principe de changement qui ne va pas s'arrêter de produire ses effets. Il dit la remarque capitale, c'est que dans le régime contemporain, il n'y a pas d'équilibre de population. Ce qui n'est aucunement, ça je l'ai lu, qui n'est aucunement inconcevable, c'est que donc on passe en dessous. Donc pour lui, il n'y a pas de raison d'imaginer que la fin de la transition, ça soit croissance zéro. Pour lui, c'est croissance négative. Alors, parce que donc on substitue un nouveau mode de prévoyance au mode ancien, qui repose donc sur des critères complètement différents, qui sont des critères de rationalisation de la vie, et qui remontent très loin, puisque c'est des critères qui ont été légués par les Lumières, par la Révolution de 89. Donc, Landry, qui est tout à fait un progressiste, ne veut absolument pas remettre en cause ce type de critères, donc il pense qu'ils vont continuer à produire leurs effets. Un vaste mouvement des esprits se manifeste, affranchissant ceux-ci d'une soumission séculaire à l'autorité établie. On aspire à réformer la société, à la reconstruire d'après des vues rationnelles. Et cette tendance à la rationalisation des comportements, donc, pour Landry, joue dans la vie quotidienne, et encore une fois, il ne considère pas que c'est une mauvaise évolution. Donc, ça l'encourage à penser que la baisse de la fécondité ne va pas s'arrêter facilement. Et il n'est d'ailleurs pas très optimiste non plus du côté de la mortalité, puisque, bien sûr, il voit qu'il y a des progrès extrêmement importants qui ont été réalisés, mais il pense qu'ils ne vont pas se poursuivre indéfiniment. Pour lui, une vie moyenne effective de 85 ans, c'est inimaginable. Et il pose plutôt une limite à 75 ans, en considérant que c'est vraiment une supposition optimiste. Alors, à l'époque où il parle, l'espérance de vie masculine était de 56 ans en France et celle des femmes de 62 ans. Et on a atteint 75 ans en 1966. Donc là, Landry sous-estimait fortement, mais il a beaucoup d'autres après lui l'ont fait, l'évolution potentielle de la mortalité.
mais ça allait plutôt dans le sens aussi de son pessimisme. Voilà, et je l'ai dit, il a beaucoup parlé des pays de la France et des pays européens. Néanmoins, brusquement, il dit « Toute l'humanité, semble-t-il, est embarquée dans un même destin. Par là est singulièrement accrue la gravité du sujet d'étude et de méditation auquel nous nous sommes essayés. » Donc à la fin de son essai, brusquement, il élargit, mais sans avoir vraiment apporté d'éléments de preuve au reste du monde. Et il pense que la baisse de la fécondité existera là-bas aussi et qu'elle aura le même cursus. Alors, je voulais brièvement, pour terminer, voir si les schémas effectifs se sont conformés les comportements effectifs se sont conformés à ce schéma. Voilà, par exemple, le problème, c'est d'avoir des données aussi, parce qu'on n'a pas toujours de données statistiques anciennes, précises, qui permettent de décrire tout le processus de transition dans les pays. Donc là, il y a des pays européens pour lesquels on a de bonnes statistiques. Voilà, je vais vous porter simplement deux cas, l'Allemagne et la France. Ça part en 1800 l'échelle et elle s'arrête ici en 1970. Donc vous avez en haut le taux de natalité et en dessous le taux de mortalité. Donc vous voyez que dès le début du 19e siècle, on a un décalage entre les deux et du coup la différence, c'est le taux de croissance qui est là, on va être très vite autour de 1%, en tout cas entre 0,5 et 1%. Donc pendant toute cette période du 19e siècle, l'Allemagne va connaître une croissance qui va même plutôt aller à la hausse parce que effectivement, si la mortalité a baissé, la natalité a tardé. Vous voyez, ce n'est vraiment que là, c'est-à-dire vers 1900 à peu près, que la baisse s'amorce. Pour la France, c'était bien plus tôt. Et là, elle a chuté très vite. Bon, évidemment, il y a l'épisode de la guerre de 14 qui est un peu spécial, pour la courbe verte aussi. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a eu une longue période pendant laquelle le taux de croissance de la population allemande a été de l'ordre de 1, voire 1,5%. Et puis après, effectivement, on rentre dans un régime où l'écart se réduit à peu près à 0,5%. Alors voilà la France, à la même échelle. Donc vous voyez que c'est complètement différent. On voit que dès le début de ce graphique, dès 1800, on a un taux de natalité qui est en baisse, alors que pour l'Allemagne, il a fallu attendre 1900. Et le taux de natalité est sans doute assez comparable à celui de l'Allemagne, il est à la baisse régulière, mais du coup l'écart entre les deux est évidemment très réduit. Et si on a encore au début du 19e siècle un taux d'accroissement de l'ordre de 0,5%, on va rapidement arriver au voisinage de 0. Donc vous voyez, voilà, Landry écrit par là, donc au moment où on est parfois en dessous de 0. Et il y a eu un petit rebond après la guerre de 14, mais enfin, ils ont en tête toute cette baisse-là, cette période où on a été aussi, entre 1890 et 1910, au voisinage de 0. Donc grande différence. Des taux d'accroissement qui ont été plus faibles. Alors évidemment, sur le plan politique, on peut en tirer toutes les conclusions qu'on veut sur le rapport de force entre la France et l'Allemagne, et sur le nombre de régiments que l'Allemagne pouvait aligner en 1940 par rapport à la France, ou en 1914. Bon, sans aller dans les interprétations sociopolitiques qui demanderaient plus de réflexion, il est certain qu'il y a eu un déséquilibre entre l'évolution de la population de la France et celle d'ailleurs de tous les autres pays européens, puisque le cas français est un cas atypique. Cette baisse de natalité très précoce est unique. Alors, par grande région du monde, brièvement, alors je ne peux pas avoir de graphiques qui partent en 1820 ou 30, donc on a de données vraiment agrégées, solides. J'y reviendrai aussi la semaine prochaine, qu'à partir de l'après-guerre, disons, 1950. Donc là, vous voyez, pour l'ensemble des pays développés, donc on démarre vers 1950, on a encore un taux de natalité de l'ordre de 20 pour 1000, et puis on a une baisse régulière jusqu'à aujourd'hui, à peu près par là, et puis après c'est une extrapolation, une projection. Et pour la mortalité, on a une baisse quasi parallèle, et ça nous laisse donc en moyenne, pour tous les pays développés, un taux d'accroissement sur cette période, donc qui est plus récente, de l'ordre de 1% par an. Voilà l'Amérique latine. On voit qu'on part là de 40 pour 1000, donc on part dans les années encore de l'immédiat après-guerre d'un niveau traditionnel, disons, de natalité, 40 pour 1000, alors que la mortalité était déjà assez sensiblement réduite. Hein. Rappelez-vous, dans les régimes traditionnels, on met aussi la mortalité à 40 pour 1000. Donc là, on était déjà à moins de 30. Du coup, un taux d'accroissement... pardon, excusez-moi, il y a une erreur. La mortalité, était déjà à 15 pour 1000, excusez-moi. Et donc, ça a laissé un taux d'accroissement très important qui a approché 3% à un certain moment. Et puis maintenant, on est sur une période de baisse qui va vraisemblablement se poursuivre et qui peut laisser penser qu'on arrivera à 0 dans une cinquantaine d'années.
Pour ce qui est ici de l'Asie, donc quelque chose d'assez comparable, on part aussi de 40 pour 1000, et puis la mortalité était un peu plus élevée, on était encore à 20-25 pour 1000 dans l'après-guerre, donc un taux d'accroissement qui était lui autour de 2%, et qui a commencé à baisser dans les années 80. Ici l'Afrique, alors voilà un contexte encore différent, puisqu'on part avec une natalité encore plus élevée, on frise les 50 pour 1000, et donc une baisse qui est très lente, puisqu'on est encore aujourd'hui au voisinage de 40. La mortalité ayant, elle, quand même déjà pas mal baissé, donc un taux d'accroissement qui, évidemment, approche les 3% et commence quand même maintenant à se réduire. On y reviendra aussi plus en détail. Du coup, pour le monde entier, voilà la situation de la transition. Donc, on était autour de 35-40 pour 1000 en natalité vers 1950. On était à 20 pour 1000 en mortalité. Les étiquettes ont flotté un peu là. Donc, on a eu une croissance de l'ordre de 2%, à quoi je faisais allusion dans la leçon inaugurale, et puis on a amorcé la baisse depuis. Un dernier mot pour dire que, si vous voulez en savoir plus sur ces aspects-là, vous pouvez lire Landry, évidemment, et puis pour avoir beaucoup plus d'informations sur les comportements des divers pays, donc je vous recommande l'ouvrage de Jean-Claude Chenet, qui a fait un très gros travail sur la transition démographique, et qui a en particulier proposé des indicateurs permettant de décrire, je vais passer tout de suite au graphique, ce sera plus simple, de décrire ce processus. Ce graphique n'est pas très beau, mais il est quand même très explicite, je pense, parce que l'idée, c'est de montrer que la transition peut s'étaler sur un temps variable. Donc là, c'est une échelle de temps arbitraire. On part du début de la transition pour chaque pays, temps zéro, et on regarde en combien de temps on revient à une croissance relativement faible. C'est le taux d'accroissement qui est porté sur le graphique. Donc on a à la fois des pays pour lesquels la transition est longue. Ici, c'est un exemple de la Suède. Voilà un exemple donc, de pays pour lesquels la transition a été longue, bien que le taux n'ait jamais atteint des valeurs très élevées, de l'ordre de pas beaucoup plus que 1%. Et puis au contraire, vous avez des pays qui ont une transition très brutale, avec un taux d'accroissement qui peut monter jusqu'à 7 pour 1000. Il a pris ici l'exemple du Costa Rica, c'est un petit pays, mais ça peut atteindre 4%, mais pendant une très courte période. Et la transition se fait, alors elle n'était pas terminée au moment où il a fait son graphique, mais elle est sûrement à peu près aujourd'hui, donc elle a dû se faire en 60 ans, 70 ans. Alors, ce qui en résulte en termes d'accroissement de la population dépend donc à la fois du fait qu'on a eu une période pendant laquelle le taux d'accroissement a été très élevé, et puis une période plus ou moins longue de transition. Vous voyez ici, par exemple, le schéma ici 6, c'est le Sri Lanka. Ils ont un peu combiné les deux, c'est-à-dire à la fois une transition, un taux d'accroissement assez fort, et puis sur une période quand même pas négligeable. Du coup, si on regarde le potentiel d'accroissement, c'est-à-dire par quel coefficient il faudra multiplier, la population va se trouver multipliée au cours de la transition, ce qui dépend donc de ce qu'on a vu précédemment, ce potentiel va être extrêmement variable selon les pays. Tout en bas du graphique, on voit que la France a très peu bénéficié, enfin très peu. Entendons-nous, l'échelle ici, c'est un coefficient multiplicateur, donc ici c'est 2 quand même. Bon, nous on est à 1,6, 1,7, mais quand même par rapport aux autres, la transition démographique de la France sera faite avec un faible accroissement de population, toutes choses égales par ailleurs. Les pays européens, en général, se situent dans cette zone-là, c'est-à-dire un accroissement au cours de la transition avec des coefficients de l'ordre de 2 à 3. Et par contre, d'autres pays vont se situer avec des potentiels beaucoup plus élevés. Par exemple, ici, on a le Mexique. Ça peut être une multiplication par 7 de la population à cause de la transition. Alors, il y a plusieurs hypothèses, je ne sais plus très bien ce que c'était entre les deux graphiques. Donc, probablement que c'est une hypothèse minimum et maximum. Donc, on est entre 7 et 10. Donc, vous voyez des écarts énormes. Et donc une redistribution aussi des cartes entre les divers pays, puisque ceux qui vont connaître une croissance faible pendant cette période vont être dépassés par ceux qui vont connaître une croissance beaucoup plus rapide. Voilà, écoutez, je crois que j'ai dépassé déjà le temps, donc je vais m'arrêter là et vous donner rendez-vous dans une semaine, si vous le voulez bien.